Bonjour les élèves et bonjour à tout le monde. L'objectif de cette troisième vidéo sur la physique appliquée est d'introduire le sujet de l'électromagnétisme. La leçon sera principalement axée sur les interactions magnétiques entre un fil conducteur et un champ magnétique uniforme, interaction désignée sous le terme de force de Laplace. Dans le milieu francophone, nous allons maintenant basculer au document que nous allons explorer ensemble. Voilà. Physique appliquée, leçon numéro 3, l'électromagnétisme, partie 1. On commencera par un rappel des termes introduits dans la leçon 1. Tout d'abord, la formule de Coulomb, la formule de la force en deux pôles magnétiques de force polaire M1 et M2, exprimée en Weber, M1 et M2 exprimés en Weber, séparés par une distance R en mètres dans un milieu caractérisé par mu, la perméabilité absolue qui est égale à la perméabilité du vide fois la perméabilité relative. Ensuite, j'avais insisté sur l'importance de ne pas confondre l'intensité du champ magnétique désigné par l'alphabet grand H et la densité du flux magnétique désigné par l'alphabet grand B, parfois appelé de façon informelle la valeur du champ magnétique. Valeur du champ magnétique. Les deux sont des grandeurs vectorielles. L'unité de H, c'est le Newton par Weber ou ampère par mètre, tandis que l'unité de B, c'est le Tesla. Dans le système international des unités, un Tesla égale à 1 Weber par mètre carré. Et on parle aussi de H comme l'excitation magnétique qui représente la cause générant le champ magnétique et de B comme d'induction magnétique qui est l'effet résultant de cette cause dans un milieu donné. Le milieu est caractérisé par sa perméabilité absolue, mu, qui est égale à mu0 fois mu R. Et ici, nous avons les deux formules de H et de B. J'avais aussi introduit la notion de potentiel magnétique comme l'énergie nécessaire pour déplacer un monopôle, non? Un monopôle magnétique, non? De force polaire de 1 Weber depuis l'infini jusqu'à un point considéré, allons dire A, et où il y a l'influence d'un champ magnétique. B. C'est l'énergie nécessaire, l'énergie en joules par Weber, d'où l'unité joule par Weber. Le potentiel magnétique est désigné par la lettre M, et la formule, c'est M sur 4 pi mu0 fois R. Et il faut noter que depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques cherchent toujours à prouver l'existence des monopoles. Mono.
pôles magnétiques qui n'ont pas été découverts jusqu'à l'heure. Nous observons toujours des dipôles magnétiques tels que l'aimant, avec un pôle nord et un pôle sud. Et même si on brise l'aimant, on obtient deux aimants avec chacun son pôle nord et son pôle sud. Les notions des lignes de champ magnétique et du flux magnétique phi, lignes de champ magnétique et de flux magnétique phi, ont déjà ont aussi été introduits dans la leçon numéro 1. La représentation des lignes de champ magnétique peut être vue comme une carte du magnétisme. Et cette carte est parfois appelée le spectre magnétique. Et si on vous demande dans une question de dessiner le spectre magnétique, il faut dessiner les lignes des champs. Le flux magnétique, phi, quant à lui, est la mesure de la quantité de champ magnétique qui traverse une surface donnée. Allons dire que c'est le nombre de lignes de champ qui traversent une surface donnée. La formule, c'est phi égale à B fois A fois cosinus de θ, où B est bien sûr la densité du flux magnétique, B Tesla, A représente l'air, l'air c'est la superficie de la surface traversée en mètres carrés, et θ est l'angle entre le vecteur B et une normale à la surface, c'est-à-dire une ligne perpendiculaire à la surface, normale à la surface. Et depuis la formule, si, si l'angle θ égale à 0 degré, cosinus de θ égale à 1, la valeur maximale, on obtient phi égale à BA, et BA, c'est la valeur maximale du flux magnétique par une densité de champ magnétique de B sur une surface avec une superficie de A mètres carrés. Bon, j'ai oublié de mentionner que dans le milieu francophone, l'aire de la surface est plutôt désignée par la lettre S, dont la formule devient BA cos, non, BS, pardon. BS cosinus de θ. Si cosinus de θ égale à 0, cela veut dire que θ égale à 90 degrés et les lignes de champ sont perpendiculaires à la normale de la surface. Normale à la surface. Et
le flux égale à 0 Weber. Ici, c'est le cas où θ est plus grand que 0 et moins que 90 degrés. Et ceci conclut la première partie de la leçon qui consistait en un rappel des théorèmes et des principes introduits dans la leçon numéro 1. Nous commencerons maintenant notre introduction sur l'électromagnétisme. En 1819, un scientifique danois nommé Ørsted fait une découverte importante. Il remarque qu'une boussole, normalement la boussole pointe toujours vers le nord terrestre, nord géographique bien sûr. L'aiguille de la boussole pointe vers le nord terrestre. Mais lorsque la boussole est placée près d'un fil électrique qui transporte un courant, il voit que l'aiguille change d'orientation. Cette observation inattendue, de façon peut-être accidentelle, montre que le courant électrique peut influencer l'aiguille magnétique d'une boussole, suggérant une relation entre l'électricité et le magnétisme, donnant ainsi naissance au concept d'électromagnétisme. Bon, déjà, on peut conclure que la boussole étant un aimant avec un pôle nord et un pôle sud, peut être influencée par un autre aimant. Comme le champ, comme l'aimant terrestre qui génère le champ magnétique terrestre. Donc, si le fil conducteur qui est parcouru par un courant influence l'orientation de l'aiguille de la boussole, c'est logique de conclure que ce fil conducteur, avec un courant, produise un champ magnétique. C'est-à-dire, il agit comme un aimant lorsqu'il est parcouru par un courant, donc électromagnétique. Le terme électromagnétisme. Bon, en plaçant la boussole à différents endroits autour du fil conducteur, Ørsted a découvert que les lignes de champ magnétique ne se comportent pas de la même manière que celles des aimants classiques. En effet, dans les aimants classiques, les aimants permanents, avec un pôle nord et un pôle sud, le champ magnétique sort du pôle nord pour aller vers le pôle sud. Ici, le champ magnétique se dispose sous forme de cercles concentriques qui l'entourent. Le champ créé autour du fil est différent. Il n'est pas orienté vers un pôle spécifique. Il n'y a pas de pôle nord ou de pôle sud. Mais il forme quand même des boucles fermées, comme dans le cas des aimants permanents. Si nous imaginons le champ magnétique en 3 dimensions, il forme une couche cylindrique qui enveloppe les fils conducteurs à plusieurs niveaux, dont
le spectre magnétique est de forme cylindrique. André-Marie Ampère a été le premier à formuler une règle mnémotechnique pour déterminer l'orientation du champ magnétique. Et ici, on voit un petit croquis de son travail à l'époque, le croquis d'André-Marie Ampère. Et les gens ont surnommé ce petit bonhomme-là le bonhomme d'Ampère. Ce dessin, qui a plus de 2 siècles, illustre de manière simple et efficace le principe de cette règle qui se comprend comme suit. Vous imaginez une petite figure humaine debout sur le fil conducteur, les pieds orientés dans le sens du courant électrique du positif, la borne positive et la borne négative, le courant et le sens du courant est de bas vers le haut. Lorsque le bonhomme d'Ampère regarde l'aiguille aimantée et étend la main gauche, et la main gauche indique la direction du nord de l'aiguille. Depuis, d'autres scientifiques ont créé d'autres règles mémotechniques pour déterminer l'orientation du champ électrique. Parmi celles-ci, on trouve notamment les travaux de Maxwell, James Clerk, James Clerk, Maxwell, physicien et mathématicien écossais, considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire et qui a apporté des contributions fondamentales à de nombreux domaines de la physique, mais est surtout connu pour avoir unifié les concepts de électricité, magnétisme et lumière en une seule théorie avec ces 4 équations de Maxwell que nous allons étudier, bien sûr, dans les leçons futures. Bon, maintenant, revenons à la règle de la main droite. Et dans les livres anglophones, on appelle cela Maxwell Right Hand Grip Rule. Et premièrement, en saisissant le fil conducteur avec la main droite et en orientant le pouce dans la direction du courant, la courbure, la courbure des autres doigts révèle le sens du champ magnétique. Et deuxièmement, on a la règle du vis droite. Dans les livres anglophones, c'est Maxwell Corkscrew Rule, corkscrew tire-bouchon. Pareil comme dans la leçon précédente sur la multiplication des vecteurs. Vous imaginez une vis à droite comme un tire-bouchon placé le long du fil. Et si nous faisons tourner cette vis de manière à ce qu'elle avance dans la direction du courant, le sens de rotation de la vis correspondra à la direction du champ magnétique autour du fil.
Cette règle, cette deuxième règle, est plus adaptée aux fils conducteurs qui sont perpendiculaires au plan de l'écran ou du document. Nous savons déjà que les lignes de champ sont concentriques autour du fil. Il suffit donc d'appliquer la règle pour déterminer le sens du champ magnétique. Si le courant entre dans le plan de l'écran, comme représenté ici par une croix entourée d'une cercle, et si on applique la règle pardon, du vis-droite, on voit que le champ magnétique, il faut visser, le champ magnétique est dans le sens horaire. Tandis que si le courant sort du plan de l'écran, représenté par un point et entouré d'une cercle, ici, la vis se dévisse, alors le champ est anti-horaire. Et maintenant que nous savons qu'un courant génère un champ magnétique et qu'il existe des forces entre deux aimants, entre deux champs magnétiques, il est logique de conclure qu'il y aura des interactions entre un courant circulant dans un conducteur et un autre champ magnétique. L'essai le plus simple pour étudier cette interaction des forces consiste à prendre un fil conducteur rectiligne, traversé par un courant constant et continu, et soumis à un champ magnétique, soumis, ça veut dire placé dans un champ magnétique uniforme, généré par un aimant, comme illustré dans le diagramme A, qui nous montre la situation en 3 dimensions. Voilà, fil conducteur rectiligne, où il y aura une circulation d'un courant constant et continu, placé dans un champ magnétique uniforme, B uniforme. Ici, les figures pardon, B, C et D représentent le champ magnétique uniforme sous forme de croix, ce qui montre que le champ est perpendiculaire à la surface de l'écran et entre dans celui-ci. Dans la première situation, lorsque il n'y a pas de courant, le courant est nul, la force est nulle. La force résultante est nulle. I0, F est égal à 0. Dans la figure C, si le sens du courant est de bas vers le haut, on observe que le fil se dévie vers la gauche, dont il existe une force dans cette direction, alors que dans la figure D, le sens du courant est du haut vers le bas, le fil se dévie vers la droite. Donc, il existe une force dans cette direction. La force qui est générée est exprimée mathématiquement par le produit vectoriel. Produit vectoriel de I produit vectoriel de I
fois B, où I égale à l'intensité du courant en ampères, un grandeur, une grandeur, pardon, scalaire, fois L, le vecteur L. Le vecteur L, c'est un vecteur qui est dans le sens du courant avec un module égal à la longueur L du fil conducteur. Bon, L du fil conducteur, croix B, le produit vectoriel croix B, et B, c'est l'intensité, pardon, la densité du flux magnétique en Tesla. Et le module égal à B Tesla. Et bien sûr, si vous ne comprenez pas le produit vectoriel, il est important de mettre une pause sur la vidéo et de revenir à cette vidéo après avoir étudié la vidéo précédente, c'est-à-dire la deuxième vidéo de la playlist physique appliquée sur la multiplication des vecteurs. Multiplication des vecteurs, vidéo ou leçon 2. Et le module de la force est égal à ILB sinus de θ, ou bien sûr, I, c'est l'intensité du courant en ampères, L, c'est la longueur du segment. Pardon, ici j'ai fait la longueur du segment qui est ici, et non pas ici, et non pas ici. Okay? Cette longueur-là, L. Et B, c'est l'intensité du densité. C'est le module, pardon, c'est le module de la densité du flux magnétique, c'est la valeur du champ magnétique en Tesla. D'accord? Et la force, le module de la force est maximal lorsque sinus de θ égale à 1 et cela veut dire que cela implique que θ égale à 90 degrés, c'est-à-dire lorsque le courant est perpendiculaire au champ magnétique, la valeur de θ égale à 90 degrés et la force résultante est maximale. Pour trouver l'orientation de la force, est-ce que la force, dans ce cas-ci, est à gauche ou bien à droite? On peut se servir de la règle de la main droite avec la paume partiellement fermée pour trouver l'orientation de la force. Et peu importe l'angle, ben 90 ou même pas 90, OK? Et tout d'abord, tout d'abord, nous pointons nos doigts, excluant le pouce, dans la direction du courant, premier vecteur du produit vectoriel, et on voit que le courant égale à l'intensité, le vecteur du courant égale à l'intensité du courant en ampères, grandeur scalaire, fois la longueur, le vecteur L, dont le module égale à la longueur du segment du fil conducteur. Donc, I,
Et on pointe tous nos doigts vers ce vecteur et puis on courbe les doigts, excluant le pouce dans la direction du champ magnétique. On courbe nos doigts dans la direction du champ magnétique, alors le pouce nous indique la direction de la force. Et ici, je vais mettre pause pour vous expliquer tout ça. Ici, on a un fil conducteur qui, qui est parcouru par un courant de bas vers le haut et on a aussi un champ magnétique qui entre de façon perpendiculaire dans le papier. Donc, la règle de la main droite avec la paume partiellement fermée, on met tous nos doigts dans la direction du fil conducteur et on courbe nos doigts pour entrer dans la direction, dans le même sens que le champ magnétique, c'est-à-dire entrer de façon perpendiculaire dans le papier. OK? Alors, la pouce nous indique la force qui résulte de cette interaction entre les champs magnétiques, celle générée par le courant et celui généré par le courant et celui produit par l'aimant permanent. Maintenant, je retourne à mon document. Bon, cette force résultante s'appelle la force de la place dans le système francophone seulement. Bien que Laplace n'ait pas découvert cette force, elle est en réalité davantage attribuée aux travaux d'Ampère et de Michael Faraday. OK? Michael Faraday a fait ses découvertes vers les années 1830 ou plus, et Laplace était déjà décédé en 1827. Je pense qu'il ne s'agit que d'un titre honorifique, car Laplace, Pierre-Simon Marquis de Laplace, était un mathématicien d'exception qu'on pourrait même qualifier de génie des mathématiques. Dans le milieu anglophone, cette force n'est pas appelée force de Laplace et n'est attribuée à personne en particulier. À la place de la règle de la main droite, c'est la règle de la main gauche de Fleming qui est utilisée pour déterminer l'orientation de la force, Fleming's left hand rule. Et Fleming, John Ambrose Fleming, était un ingénieur électrique et physicien britannique et qui a fait des contributions majeures au développement de l'électronique et aussi dans les travaux d'électricité et de magnétisme. Bon, la règle de la main gauche de Fleming, qui est plus connue par les Mauriciens, et parce que les Mauriciens sont plutôt dans un système anglophone, ok? Par contre, la règle de la main droite est plus connue par les écoles francophones. Bon, la règle de la main gauche de Fleming. Vous
vous orientez vos trois doigts de façon qu'ils sont perpendiculaires aux autres, comme la règle des trois doigts de la main droite est expliquée dans la vidéo précédente. L'index représente le champ magnétique, premier doigt. Allons dire premier, second, troisième. L'index représente le champ magnétique, la direction du champ magnétique. Le majeur représente la direction du courant. Alors, le pouce représente la direction de la force ou du mouvement qui agit sur le conducteur. Premier, second, troisième, on peut utiliser le mnémonique FBI. Premier doigt, pouce, force. Deuxième doigt, champ magnétique et B. Et troisième doigt, courant I. Et peu importe les méthodes décrites ici, que ce soit les différentes variations de la règle de la main droite basée sur le produit vectoriel ou la variation de la main gauche de Fleming, le résultat sera le même. Utilisez celle qui vous semble la plus facile à retenir et à appliquer. Et maintenant, je termine ce partage. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout et utilisez la section des commentaires et pour les poser, bien sûr. Et je vous retrouve bientôt pour la suite sur l'électromagnétisme et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.